Donc voilà, nous revoilà et on va partir du côté d'Atlanta où Donald Trump avait un meeting samedi qu'il avait annoncé depuis des jours en expliquant que ça serait un meeting énorme. L'ironie de l'histoire, ce meeting se déroulait dans la même salle où quelques jours avant Kamala Harris avait fait son premier meeting d'introduction en tant que candidate dans un état clé qui est la Géorgie et qui est extrêmement important. Et donc, il y avait un challenge du côté de Donald Trump. On sait qu'il est toujours obsédé par la taille des foules. Et donc, il avait mis énormément de pression pour expliquer que il allait démontrer que non seulement il y avait plus de monde qui venait à ces meetings, ce qui sur le fond est un petit peu complètement ridicule, soyons clairs, hein. Une voix, c'est une voix, c'est pas parce qu'on fait un meeting de 200, ou de 300, ou de 400, ou de 500 000 personnes que à la fin, ça veut dire qu'on va gagner une élection. Mais bon, en tout cas, c'est extrêmement important pour Donald Trump. Et donc, il avait mis cette nouvelle en avant qu'il fallait battre ce record-là. Et donc, évidemment, on a surveillé à la fois la présence donc le nombre de personnes qui étaient là en direct, et puis on s'est dit que on allait aussi voir où Donald Trump en était dans sa tête après une semaine extrêmement difficile pour lui, où Kamala Harris est passée en tête dans quasiment tous les sondages. D'ailleurs, c'est maintenant tous les sondages, on va en reparler en émission. Et là, on s'est dit, oh là là, le meeting, c'est pas certain que ça soit la meilleure chose. La preuve, Marjorie Taylor Greene est là. Et c'est elle qui a chauffé la foule. Et vous allez voir, sur un thème que les conseillers politiques de Donald Trump lui demandent d'éviter, d'ailleurs qui a été très peu abordé lors de la convention républicaine, mais on sait que Donald Trump est mécontent, il estime que sa chute dans les sondages, c'est parce que on ne le laisse pas faire ce qu'il a envie de faire, et donc Marjorie Taylor Greene est repartie à fond sur l'idée que les élections de 2020 ont été volées. On écoute tout de suite Marjorie Taylor Greene. Our election, Georgia, was stolen from us. That's right. Right down the road from here with the water main break. That's right. And then it all changed. And we watched the Democrats shut this country down and destroy our freedoms over a virus that came from China. Là, le moment est parfait, est en train d'être ultra agressive, et à côté d'elle apparaît Mike Lindell en publicité, en écran divisé, apparaît Mike Lindell qui fait une publicité pour acheter ces fameux coussins. My Pillow. Donc Marjorie Taylor Greene qui est partie à fond sur le thème de l'élection. C'est un discours complètement risqué en général, mais d'autant plus en Géorgie, où toutes ces accusations de fraude électorale ont été responsables en janvier 2021 de la défaite des candidats républicains au Sénat, ont permis du coup aux démocrates d'envoyer 2 sénateurs de Géorgie qui sont démocrates et d'avoir une majorité au Sénat. Malgré cela, c'est aujourd'hui le thème mis en avant. Déjà de mettre en avant Marjorie Taylor Greene, il faut comprendre que Marjorie Taylor Greene, c'est quelqu'un qui est élu à la Chambre des représentants de la Géorgie,
mais c'est quelqu'un qui n'est pas populaire en Géorgie. Elle est candidate dans une zone qui est découpée de telle manière que n'importe quel élu, n'importe quel candidat républicain serait élu. C'est pour ça qu'elle est élue. Mais par contre, Atlanta est une ville en pleine mutation, et c'est où se trouve l'essentiel de l'électorat, et c'est important pour la campagne Trump, si elle veut reprendre l'électorat, de s'adresser à ces électeurs indépendants, centristes, républicains, mais pas forcément pro-Trump, pour les inciter à aller voter. Et de mettre Marjorie Taylor Greene, c'est le contraire de faire tout ça. Donc ça, c'était pour avant que Donald Trump arrive. Je vais vous raconter ça, mais juste avant, rapidement, parce que vous aimez les affaires Donald Trump, vous aimez les suivre avec nous, une nouvelle breaking news. Une breaking news, donc en Arizona, vous le savez, on a fait une émission spéciale sur le sujet. Il y a une affaire en cours où plusieurs proches de Donald Trump et plusieurs faux grands électeurs ont été inculpés. Parmi les proches de Donald Trump, il y a Rudy Giuliani et Jenna Ellis, son ancienne avocate. Donc c'est un processus en cours sur la manière dont Donald Trump a essayé en novembre et décembre 2020 et début janvier 2021 de voler l'élection en Arizona. Donald Trump est cité, il n'est pas encore inculpé, mais c'est possible que son inculpation arrive dans les semaines ou mois qui arrivent. Il est cité dans le document comme un probable inculpé à venir, et donc on apprend au moment où je vous parle que Jenna Ellis, donc l'avocate, celle qui faisait partie de l'équipe magique avec le Kraken et avec Rudy Giuliani, et donc Jenna Ellis vient d'annoncer qu'elle acceptait de collaborer avec l'Attorney General, donc l'équivalent du ministre, le procureur général de l'État de l'Arizona, dans cette plainte contre les associés, les proches de Donald Trump pour le vol de l'élection en Arizona. Donc voilà, c'est une affaire que, évidemment, comme toutes ces autres affaires, on continue à suivre et dont on vous parlera très bientôt. Allez, une toute petite pause et on retourne à Atlanta. Donc, après que Marjorie Taylor Greene ait mis la table, c'était enfin le moment, avec près d'une heure de retard, de l'arrivée de Donald Trump. Et vous allez voir, il y a une nouveauté dans cette arrivée, en toute droite ligne de ce que Donald Trump d'ailleurs aime, qui est le WWE, en toute droite ligne de la convention républicaine où il avait fait intervenir Hulk Hogan, qui avait déchiré son t-shirt pour présenter un t-shirt pro-Trump. Donc une arrivée en droite ligne des meilleures scènes de catch. On regarde l'arrivée de Donald Trump. On a deux vidéos, on va les regarder l'une et l'autre à la suite.
Donc voilà, désormais il y a de la fumée et peut-être que du coup cette fumée-là cachait le fait que la salle où était passé Kamala Harris quelques jours avant, et qui était complète jusqu'à la gorge, la salle n'était pas complète. Et Donald Trump donc commence son discours, et comme il est obsédé par la taille de ces meetings, il a commencé par quoi? Il a commencé par se plaindre et attaquer l'école. C'est une salle universitaire, donc l'école qui organisait, en disant que c'est eux qui lui empêchaient de remplir la salle à sa pleine capacité. C'est toujours la faute des autres. On écoute Donald Trump. But the school administration stopped us from getting another 500, 600, even 1,000 people in. Thousands of people were told no, and that was okay, but we could have fit another 600 people. So I don't know anything about the school. I don't know anything about this school, but they could have allowed more people. You got people standing outside. Look at all the people outside. They could have come in. They could have come in. So we're not happy. Hello out there. And then they actually pushed the people very far away from the building, where we have beautiful cameras set up for the overflow crowds, the administration of the school. So I'm not sure if I'm going to be sending anybody to the school. I'm not happy about it. If they're going to stand in the way of admitting people to our rally, just imagine what they're going to do on Election Day. We're not going to let that happen. Donc, non seulement il attaque l'école, mais en plus il fait un parallèle, donc ça commence très très fort en expliquant que donc c'est l'école qui empêche les supporters qui sont massés à l'extérieur. Vous ne pouvez pas les voir, hein, les supporters massés à l'extérieur, parce que ils ont été poussés tellement plus loin qu'on ne les voit plus, mais que c'est leur faute que la salle n'est pas remplie, et que ça veut dire, vous rendez compte, s'ils osent faire ça lors de nos meetings, qu'est-ce que ça va être au moment de l'élection. Donc Donald Trump prépare évidemment, on le sait depuis un moment, le fait qu'en cas de défaite, il va dire qu'on lui a volé l'élection et que c'est une élection truquée, comme ça avait été déjà le cas en 2016. C'est un sujet, je sais, qui vous fascine, et on reviendra là-dessus prochainement, c'est promis. C'est un sujet sur lequel je travaille de manière assez intense. Cette histoire de salles plus ou moins remplies avec des sièges vides, ça va venir l'obséder tout au long du meeting, où il va s'attaquer plusieurs fois au fait que l'école a empêché que la salle soit remplie à fond. Et à mesure que c'est souvent le cas dans les meetings Donald Trump, il faut savoir que ça dure plusieurs heures. Déjà, il faut arriver en avance pour rentrer. Il y a toute une série d'intervenants avant. On a vu Marjorie Taylor Greene, il y a eu Pence, il y en a eu d'autres. Donald Trump arrive très souvent en retard. C'est une rockstar, donc il arrive avec souvent 1 heure de retard. Ses discours, on l'a vu lors de la convention républicaine, durent 90 minutes, donc 1 heure et demie, et le public, à mesure, au bout d'un moment, ils ont fait leurs photos, ils ont posté leurs vidéos sur Facebook, ils s'en vont. Et donc, à mesure que Donald Trump parle, les sièges se sont vidés autour de lui, et il s'en rend compte. Donc c'est quelque chose qui est vraiment venu l'obséder tout au long de ce meeting, et évidemment, il a fait de la projection en s'attaquant au meeting de Kamala Harris. She was here a week ago, lots of empty seats, but the crowd she got was because she had entertainers, and it all started to unfold when they started to leave about 10 minutes into the speech. It was very boring.
Voilà, donc la projection chez Trump, c'est de dire, voilà, ce qui s'est passé, et ce qui est faux pour différentes raisons, c'est que quand c'était Kamala Harris qui était là, il y avait encore plus de sièges vides, il n'y en avait pas, les gens ont commencé à partir dès qu'elle parlait, au bout de 10 minutes de son discours, parce que c'était complètement gonflant, ennuyeux, ce qui est d'autant plus faux que le discours, on l'a suivi, on l'a vu en direct, mais surtout que l'intervention de Kamala Harris a duré une dizaine de minutes. La manière dont ces meetings sont construits, ça n'a rien à voir avec Donald Trump. Donald Trump est le seul qui fait ces discours interminables à la Fidel Castro. Donc, Donald Trump perturbé par ça, et ça, la campagne Kamala Harris a compris que Trump, ça le rendait fou d'avoir moins de monde, ça le rendait fou qu'une partie de son audience parte, ça le rendait fou que l'on voit autour de lui des sièges vides, ça le rendait fou on va le voir plusieurs fois, on l'a vu plusieurs fois dans ce meeting. Au bout d'un moment, le public est épuisé, fatigué, déconnecté, donc il n'y a pas cette espèce d'enthousiasme, et donc il y a eu ce spot de campagne fait, et c'est certain, pour aller provoquer Donald Trump par la campagne Harris sur justement ce meeting en Géorgie. On le regarde tout de suite. Oh, it's good to be back in Georgia. He does not walk it like he talks it. Do we believe in freedom? Yes, sir. Do we believe in opportunity? Let's get this done, Atlanta. Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. Donc voilà, donc ça c'est une pub. Hein, la campagne Kamala Harris reprend les recettes qui ont été créées en 2020 par The Lincoln Project. Aller provoquer l'ego de Donald Trump. Et cette pub-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand lui décide de faire ce discours en Géorgie où ce n'est pas plein, il n'y a pas d'enthousiasme, boum, on sort une pub que démontrant, ah, ben, tu vois Donald, nous, on a fait mieux que toi, l'enthousiasme est du côté démocrate et plus dans ta campagne. C'est un moment important. On a vu dans cette pub qu'il y avait la présence de Megan Thee Stallion qui a chanté pour Kamala Harris, ce qui aussi embête Donald Trump parce que lui, les personnalités que l'on voit autour de lui, c'est Kid Rock, c'est le mieux, hein, c'est Kid Rock, c'est Hulk Hogan, et sinon ce sont même pas des artistes de la liste B, mais plutôt de la liste XYZ. Et donc, résultat, il a décidé de s'attaquer à un des artistes qui est pro-démocratie, qu'on aime beaucoup, à la chute, Bruce Springsteen. Well, Hillary used to do that too. I remember she got Bruce Springsteen. I'm not a huge fan. I have a bad trait. I only like people that like me. Does that make sense? Donc, il a attaqué Springsteen en expliquant après, en continuant que lui, lorsqu'il avait des meetings, il avait plus de monde que Springsteen et qu'en plus, lui, il n'avait pas de guitare. Hein, malheureusement, il n'a pas de guitare. Il s'est plaint plusieurs fois du sujet qu'il n'avait pas de guitare. Je n'ai pas de guitare, je n'ai pas de guitare. Il s'est aussi attaqué à la ville de la capitale des États-Unis. Et c'est plutôt inquiétant ce qu'il est en train de dire. Donc on va voir sur Washington DC, où il a expliqué que le jour où il deviendrait président, il ferait de telle sorte qu'il y ait suffisamment de policiers dans les rues pour que la ville retourne sous contrôle. We will take over the horribly run capital of our nation in Washington, D.C., and clean it up, renovate it, rebuild our capital city
so there's no longer a nightmare of murder and crime. We're going to stop the murder and crime. You go down from your state, you end up getting mugged, murdered in our capital. It'll be run tough and strong by our great police officers, but il a aussi profité de l'occasion, c'était, je vous le rappelle, il y a 2 jours, hein, tout passe très très vite, Joe Biden a obtenu, en travaillant avec plusieurs pays en Europe, dans l'Allemagne et la Slovénie, il a obtenu la libération d'otages américains. On a suivi ça ensemble, dont le journaliste du Wall Street Journal, mais pas que. Et donc, Donald Trump en a profité pour féliciter. Mais pas Joe Biden, il a félicité Vladimir Poutine. I'd like to congratulate Vladimir Putin for having made yet another great deal. Vladimir Poutine, et puis il sait aussi, parce que comme je vous l'ai expliqué, la Géorgie c'est crucial, il doit appeler aux modérés du Parti républicain, au-delà de sa base ultra-MAGA, et donc il a décidé d'évoquer le républicain le plus populaire de Géorgie, Brian Kemp, qui est aussi le gouverneur, et il a décidé de l'évoquer, mais pas pour le soutenir, pour l'attaquer, lui et sa femme. So I did these 2 big rallies, and he won. He did win. He won by like 2%. And his wife looked at me and said, "Thank you, sir. We'll never, ever be able to repay you for what you did. You got my husband the nomination, and then we beat somebody who was unbeatable." You know, she was, in theory, unbeatable. She was the hottest politician in the country at the time. Democrat politician, I would say I was hotter because I was president. So I was hotter now. I'm only kidding, Marjorie. I'm only kidding. Although maybe I'm not kidding, actually. No, she was like the hottest, certainly the hottest Democrat politician in the country. And she was going wild for years. She's still going wild. She can't even believe it. But I got him by doing massive rallies. And I really worked hard. He's the most disloyal guy I think I've ever seen. But think of the wife. We can never repay you for what you've done, sir. We could have never won. And now she said 2 weeks ago that I will not endorse him because he hasn't earned my endorsement. I haven't earned her endorsement. I have nothing to do with her. Somewhere he went bad. And you know what? Your numbers in Georgia are very average. Your crime numbers, your economic numbers, all of your numbers, you're very average. You can do a lot better, and you'll do a lot better with a better governor. You can do a lot better, just so you understand. Donc c'est un moment extrêmement important. Il s'attaque au gouverneur qui est républicain, il s'attaque à sa femme qui refuse de soutenir officiellement Donald Trump. On sent qu'il y a une véritable haine chez lui, et cette haine, elle s'est exprimée plusieurs fois. Je ne vais pas vous montrer tous les extraits, mais il est revenu plusieurs fois dans ce meeting, comme il est revenu plusieurs fois sur les fauteuils vides, il est revenu plusieurs fois sur Brian Kemp en expliquant, il appelait le petit Brian, en expliquant que c'était quelqu'un d'absolument qui n'était absolument pas loyal envers lui, que c'était un terrible gouverneur, que ses résultats étaient bons. Tout ça c'est faux, hein. Tout ça c'est faux, que c'était aussi lui qui était responsable du procès qu'il y avait contre lui avec Fannie Willis, en expliquant que Kemp aurait pu empêcher Fannie Willis d'attaquer Donald Trump, ce qui est complètement fou, cette espèce de collision, et c'est là qu'on voit sa projection, à quoi doit ressembler le pouvoir. Il dit qu'il aurait pu prendre le téléphone et empêcher Fannie Willis d'attaquer sur moi. Il a attaqué de manière honteuse Fannie Willis, de manière raciste, sur d'ailleurs son prénom, comme il a attaqué d'ailleurs Kamala Harris sur son prénom. Il a incité, on va voir, la foule à huer Brian Kemp. Donc on va regarder cette vidéo où il a été boo par le public MAGA sur demande de Donald Trump. On regarde ça tout de suite. That's great. And those 3 people are incredible. Let me give you the bad news. It's that for whatever reason,
Brad Raffensperger and Brian Kemp. Raffensperger and Brian Kemp, your governor, who I got elected, by the way. If it wasn't for me, he would not be your governor. I think everybody knows that. He's a very disloyal person, isn't he? Very disloyal. But these two are doing... Donc, je pense que vous avez remarqué aussi les fauteuils vides à proximité de Donald Trump lorsqu'il est en train de parler. Donc, il s'est attaqué à Kemp, mais à Raffensperger aussi, qui était, vous en souvenez, en 2020, la personne en charge de l'élection, Secretary of State de l'élection. C'est lui, entre autres, qui a reçu ce coup de téléphone où Trump a demandé qu'on lui trouve les voix nécessaires, les 11 000 et quelques voix qui lui manquaient pour être élu. Il leur a reproché dans le meeting de ne pas avoir suivi, en disant c'était très simple pour eux, ils avaient qu'à suivre ce que je leur demandais et je serai toujours à la Maison-Blanche. Et donc, il y a eu plusieurs attaques contre Kemp. Il a besoin de Kemp pour gagner la Géorgie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il a besoin de cette partie de l'électorat. La base MAGA ne sera pas suffisante pour gagner la Géorgie. Il a non seulement attaqué pendant le meeting, mais il a aussi attaqué sur Truth Social de manière extrêmement virulente encore une fois. Et donc, non, c'est l'autre, c'est pas grave. C'est pas très grave. Et donc, il a attaqué donc Raffensperger et Brian Kemp sur Truth Social. Et à la sortie de ça, donc après avoir été attaqué sur Truth Social, après avoir été attaqué, et c'est le document Thomas que tu montrais, et après avoir été attaqué sur Truth Social, Brian Kemp lui-même a fait une réponse en disant qu'il se concentrait sur gagner en novembre et donc demander à Trump d'arrêter de l'attaquer, et sa réaction de dire voilà, il faut qu'on se unisse pour sauver du danger Kamala. Et c'est le problème du Parti républicain et de certains des élus du Parti républicain qui sont tellement terrorisés par Donald Trump qu'ils acceptent publiquement de se faire insulter, de se faire huer, de se faire menacer, que leurs femmes soient traînées dans la boue, et en sortie de tout ça, de dire qu'ils continuent à soutenir Donald Trump et qu'ils vont tenter de l'élire à nouveau, de le faire élire à nouveau cette fois-ci en 2024. Au-delà de Kemp, évidemment, il a attaqué, j'ai sélectionné 3 extraits pour finir cette visite de ce procès, cette visite de ce meeting. Il a attaqué Kamala Harris sur 3 thèmes. D'abord, cette saison, les Jeux Olympiques. On écoute Donald Trump. If Kamala Harris gets in, the travesty that is taking place at the Paris Olympics will come to America when we host the Los Angeles Olympics. And by the way, which I was president, we happened to get it. I was the president. I also got you a thing called the World Cup, which is coming very soon. I might as well say it myself because nobody else will say it. But I got them both, and you're going to have a lot of fun with it, I hope. Harris is a radical trans activist, and she is the candidate of letting men... Donc voilà, donc en préambule de tout ça, il avait parlé à la fois de la cérémonie d'ouverture et le fait que, d'après lui, la boxeuse algérienne en réalité était un homme, un transsexuel algérien, oui je sais, et donc expliquant que si Kamala Harris était élue, il y aurait la même chose aux Jeux Olympiques dans 4 ans à Los Angeles. Il est aussi revenu sur le débat. Je vous rappelle que la veille, quelques heures même avant ce discours-là, il avait annoncé que lui, il était prêt à aller débattre le jour où il voulait, sur Fox News, avec les journalistes qu'il voulait et avec son audience à lui devant, qui a été refusée par Kamala Harris en disant non, l'accord, et on va y revenir, l'accord est prévu pour le 10 septembre sur ABC. Et donc, évidemment, c'est une manière de Trump d'éviter de faire ce débat-là. Il a peur, il est terrifié
par l'idée d'aller débattre Kamala Harris, et donc il a tourné ça en expliquant que c'était elle. Ça arrive. But they were very fair, actually, CNN, shockingly, honestly. They were very fair. They want to do another one. You know, we're doing one with Fox if she shows up. I don't think she's going to show up. She can't talk. She can read a teleprompter. I'd give her about a 6 on a scale of 10, 6. For talking, I'd give her less than a 1. We need people that can talk. Donc voilà, donc il accuse, il lui dit voilà, il lui met un 6 sur 10 quand elle est capable de lire un téléprompteur, mais elle est en dessous d'un 1 sur 10 lorsqu'il faut lire, lorsqu'il ne faut pas lire et qu'il faut simplement parler. Donc il explique qu'elle aura peur de venir débattre. Tout ça, il est inversé, et d'autant plus qu'aujourd'hui, le Washington Post a révélé que lorsque l'accord sur les 2 dates de débat ont été décidés entre la campagne Biden et la campagne Harris, l'accord précise simplement que ça sera un débat où seront représentés le candidat de chaque parti. Donc ce n'était pas un débat Biden qui était prévu, c'était un débat où devait être présent l'élu du parti républicain, qui est devenu Donald Trump, et l'élu du Parti démocrate, qui sera Kamala Harris. Et enfin, on l'a très bien compris là, c'est un sujet qui rend fou jusqu'à Fox News, qui considère que c'est une erreur stratégique colossale. Donald Trump continue à s'attaquer aux capacités intellectuelles de Kamala Harris et de la traiter d'idiote. She's worse than Bernie. And she happens to be really a low IQ individual. She really does. She has a very low IQ. We don't need a low IQ. President Xi of China said, oh, good, we have another one, a low IQ individual. They love dealing with low IQ. They love dealing with low IQ people, and they got them here, I'll tell you. We got them all. She is terrible. She's worse than he. I think she's worse than him. By the way, they really... Donc voilà, donc c'est une stratégie aussi chez Trump de répéter une dizaine de fois la même idée pour que l'étiquette vienne coller à la candidate, donc de dire qu'elle est low IQ, donc IQ c'est le quotient intellectuel, qu'elle a un quotient intellectuel faible, qu'elle est stupide, qu'elle est complètement folle. Donc il y a eu toute cette série d'attaques, et on va faire une toute petite parenthèse pour quitter Atlanta et partir sur le studio de Fox News, qui lui aussi, du côté de Fox News, on est en recherche de comment définir négativement Kamala Harris, quels sont les défauts qu'on peut lui coller et qui vont la faire perdre en novembre prochain. Et il y a eu une nouvelle tentative, et je vous avoue, cette tentative-là, je ne la voyais pas venir, et donc on se moque désormais de Kamala Harris parce qu'elle prend les personnes dans ses bras, elle fait des hugs. Yeah, now you get it. It's better for her to stay in her sweet spot as the hugger-in-chief. Donc voilà, elle humilie l'Amérique, et c'est mieux qu'elle reste dans son coin. Et son boulot, hein, c'est parce que c'est une femme, elle n'est pas très intelligente, évidemment, je ne pense pas à un mot de cela, je paraphrase ce qui est sous-entendu par tout ça, et donc comme elle n'est pas très futée, et que c'est une femme, et qu'elle n'a pas besoin de responsabilité, c'est mieux que son boulot, hein, c'est plus la femme à la cuisine, c'est qu'elle soit la hugger-in-chief. Donc c'est évidemment un jeu de mots sur la définition du président des États-Unis, chef des armées. Là, elle est chef des câlins, et c'est mieux qu'elle fasse ça, c'est sa spécialité, et qu'elle ne fasse pas autre chose. C'est évidemment extrêmement grave et désobligeant de tout ça. Et pourquoi tout ça? Parce que en fait,
et ça ne va pas s'améliorer, évidemment, c'est que les sondages sont de plus en plus négatifs pour Donald Trump. Donc on va voir le dernier sondage qui est paru aujourd'hui. Vous allez voir la taille de l'échantillon, c'est Morning Consult. Donc Morning Consult, on rentre dans des zones qui sont intéressantes et extrêmement dangereuses. C'est un échantillon de 11 000, plus de 11 000, c'est ça, plus de 11 000 personnes interrogées, donc avec des marges d'erreur limitées en dessous de 1%, et on se rend compte qu'avant même d'avoir choisi son VP, avant même la convention démocrate qui va être des élans positifs pour Kamala Harris, elle a désormais 4 points d'avance. 4 points d'avance contre Donald Trump. C'est vraiment inquiétant. Je vous rappelle que Jean-Marc Léger vous a expliqué que dès qu'on arrivait au-dessus de 2% d'avance pour Kamala Harris, ça veut dire qu'elle remportait aussi au niveau des grands électeurs et au niveau des États. Et quand on voit justement en Pennsylvanie, par exemple, on en parlait, un État clé, le dernier sondage, donc ce sont des échantillons beaucoup plus petits au niveau des États, c'est aussi le problème, donc soyons prudents là-dessus. On se rend compte qu'en Pennsylvanie, avant même de choisir si elle choisit Josh Shapiro, et donc avec ses 19 grands électeurs, elle a désormais aussi 4 points d'avance sur Donald Trump. Donc c'est quelque chose qui le rend complètement fou. Au-delà de ça, lorsqu'on voit sur des points forts de la campagne Trump, lorsqu'on va par exemple interroger les Américains sur la santé de Donald Trump, on voit qu'il est complètement à la baisse. Donc on considère que désormais c'est le candidat démocrate avec 71% qui est en bonne santé et que Trump passe de 58 à 52%. Mais c'est surtout sur la question de l'âge. Donald Trump est devenu, et il a 78 ans, le candidat vieillard. Il est devenu le candidat âgé. Donc voilà, évidemment, il faudra me dire qui sont les 12% d'intégristes qui considèrent que Kamala Harris est trop âgée. Hein, ce sont des gens qui, c'est là qu'on voit qu'il y a une partie de l'électorat qui n'acceptera jamais de critiquer Donald Trump. Il y a 12% qui considèrent que Kamala Harris, 59 ans, est plus âgée que Donald Trump, qui en a 78. Et donc c'est cette série de sondages qui aujourd'hui inquiète Donald Trump. Il doit absolument reprendre la main. C'est pour ça qu'il y a eu cet acharnement ces dernières heures sur la crise boursière, pour espérer de reprendre la main, parce qu'aujourd'hui, c'est Kamala Harris qui est en avance, et l'écart qui est en train de creuser Kamala Harris, qui normalement devrait encore s'amplifier après la convention démocrate, va poser des problèmes. Je vous rappelle que oui, nous sommes quasiment à 90 jours du 5 novembre, mais l'élection débute avant ça. Et si à la fin du mois d'août, Kamala Harris a entre 4 et 8% d'avance dans les sondages, c'est une situation catastrophique pour la campagne de Donald Trump. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve, et vous savez pourquoi on va se retrouver. À tout de suite.